Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Les ailes du Québec. Mon nom est André Allard et aujourd'hui, nous n'aurons qu'un seul sujet, Bombardier, situation financière et perspective. En fait, cette vidéo-ci est la suite de l'émission que j'avais enregistrée avec Claudia Wallet sur l'Aéropod l'été dernier. Donc, on procède un an plus tard à une mise à jour. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes qui s'en viennent pour Bombardier. Mais avant de commencer, je vous rappelle que cette année, les ailes du Québec, je vais diviser des épisodes de manière plus régulière sur YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ici en bas. Et comme ça, vous allez pouvoir être au courant dès qu'il y a des nouveaux épisodes qui vont sortir. Également, pour ceux qui veulent suivre la présentation PowerPoint de cette émission, là encore, dans le bas, ici, vous pouvez cliquer dans la section des notes. Dans la section des notes, vous allez avoir un lien pour télécharger la publication PowerPoint. Alors, sans perdre une seule minute, on s'en va à la présentation des prévisions de Bombardier 2021-2022. En fait, avant de commencer, je tiens à mentionner que les informations qui sont contenues ou les prévisions que je fais dans cette émission sont basées sur des informations publiques déjà publiées, soit par Bombardier ou d'autres sources d'informations. Et j'utilise principalement le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2021 de Bombardier, ainsi que les réponses qu'Éric Martel a données soit à la conférence téléphonique avec les analystes financiers ou encore avec les journalistes le 5 août dernier suite à la publication des résultats financiers. Alors, quand on veut parler de Bombardier, évidemment, l'éléphant dans la pièce, si on veut, c'est pas un Global 7500, c'est la dette de Bombardier. L'année passée, la dette a monté jusqu'à 11 milliards, presque 11 milliards de dollars en fin de 2021. Et maintenant, elle se situe à 7,4 milliards de dollars. Donc, Bombardier a utilisé plus ou moins 4 milliards de dollars de liquidités afin de rembourser une partie de sa dette. Elle a aussi émis de nouvelles obligations afin de racheter celles qui venaient à échéance cette année à court terme pour pouvoir reporter les échéances de remboursement plus tard dans le temps. Au 5 août, puis si vous regardez la première diapositive sur la dette de Bombardier, on remarque que l'entreprise avait pour 514 millions de dollars d'obligations qui venaient à terme, et cette année, puis un autre 534 qui venait à terme l'année prochaine. Au cours des derniers jours, Bombardier a émis pour 750 millions d'obligations, puis elle a annoncé qu'avec cet argent-là, elle allait rembourser ces deux tranches-là de 514 et 534 millions de dollars. Les nouvelles obligations sont à échéance en 2028, puis Bombardier va probablement utiliser 300 millions de dollars de sa trésorerie pour rembourser ce montant-là. De sorte que la dette réelle dans quelques semaines va être de 7,1 milliards de dollars et non plus 7,4. La stratégie de Bombardier au cours de l'année 2021, ça a été d'être très proactif, de ne pas attendre que les obligations viennent à terme avant de les rembourser. Donc la compagnie a beaucoup géré ça. Il faut s'attendre maintenant, puisque la compagnie n'a pas de dette à rembourser avant 2024, il faut s'attendre que ça soit plus tranquille. Maintenant, ce que Bombardier va viser, c'est obtenir des obligations à très bon taux pour pouvoir remplacer les prochaines qui s'en viennent, puis baisser ses frais d'intérêt. Donc ça, c'est à peu près à ça à quoi je m'attends. Avant, quand Bombardier avait trois divisions, donc avions d'affaires, avions commerciaux et transport, on pourrait rajouter l'aérostructure aussi. La compagnie avait un chiffre d'affaires d'à peu près 16 milliards, 18 milliards de dollars et elle devait maintenir 3 milliards de dollars de liquidité afin de faire face à toute éventualité à court terme. Ce ratio-là, maintenant, si on le maintient,
ben, il faudrait descendre de 2 milliards de dollars de liquidité parce que maintenant, elle fait un chiffre d'affaires de 6 milliards. Donc, à peu près la moitié au tiers de ce que c'était avant. Donc, il faudrait peut-être penser à réduire ça. Certainement que Bombardier pourrait descendre sous les 2 milliards de liquidité sans aucun problème. Donc, elle dispose d'une certaine marge de manœuvre en ce moment au niveau des liquidités, ce qui est intéressant. Donc, elle peut faire face à certaines éventualités. Voilà pour la situation de la dette en 2021. Marché des avions d'affaires. Écoutez, là, on regarde ici, j'ai la diapositive de 2019. On va rappeler les grandes lignes. Gulfstream représentait en 2019 33% des ventes, Bombardier 24%, Textron Cessna 16%, Dassault 8%, puis Embraer 6%. La réalité n'a probablement pas beaucoup changé. Vous allez voir que probablement, quand on va afficher les résultats de 2021, Bombardier va s'être rapproché de Gulfstream, principalement parce qu'elle livre beaucoup de Global cette année, donc des avions de grande valeur. Donc, en termes de part de marché, ça va s'améliorer pour Bombardier. 61%, 60, pardon, ping, ping, ça va pas bien. 67,1% des livraisons en 2019 se sont faites en Amérique du Nord, 14% en Europe, 8% en Asie, 5,9% l'Amérique latine, 6 mettons, et 4,6% le Moyen-Orient. Ça demeure, ces proportions-là demeurent en ce moment. C'est encore et toujours les États-Unis qui traînent ou qui déterminent le marché des avions d'affaires. L'autre chose intéressante à dire à propos de Bombardier, ou du marché des avions des affaires, c'est que 71% des appareils sont détenus par des entreprises privées, ce qu'on appelle du corporate flight en bon français. 19% c'est des compagnies de nolisement, puis 3% à des compagnies qui font du fractionnel comme NetJet ou FlexJet. Cette proportion-là est appelée à changer dans le futur, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de grosses évolutions dans le marché. En 2020, il y a eu une baisse de 20% des livraisons. À court terme, je ne considérerai pas les livraisons de 2020 pour établir des prévisions parce que c'est un marché tellement atypique, il y avait tellement de choses étranges et de disparités régionales que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un rebond dans l'aviation d'affaires et il est très important. L'année 2021 va probablement être la meilleure année de l'histoire de l'aviation d'affaires en termes du nombre de vols effectués, puis en termes du nombre d'heures de vol, surtout dans le marché des super mid-size comme celui du Challenger 350. Ce sont surtout les compagnies de nolisement d'avions qui mènent en ce moment. Eux, ils sont à 30-40% de ce qu'ils étaient pour la période comparable en 2019. Donc, ils sont vraiment très au-dessus. Et eux, leurs avions roulent à plein. Il y a peu de temps mort pour ces gens-là, ce qui est une bonne affaire. Ça veut dire que ces entreprises-là encaissent de bons profits. La seule chose qui est un peu en retard en ce moment dans l'aviation d'affaires, c'est les turboprops, puis évidemment les déplacements intercontinentaux. Il y a en ce moment beaucoup de déplacements à l'intérieur des États-Unis, déplacements à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur de l'Asie. Ça, ces marchés-là vont bien. C'est évidemment à l'intercontinental, donc les vols transocéaniques, là, ça, oubliez ça. Pour l'instant, ça n'a toujours pas repris et on ne voit pas quand ça va reprendre. Ce qu'on constate aussi, c'est que à chaque nouvelle vague de la COVID-19, il y a de plus en plus de gens qui deviennent clients de l'aviation d'affaires. Et ça, il faut se comprendre. On en a tous marre de la COVID-19. On est écœurés par les Québécois. Et on aimerait bien que ça cesse. On a envie de reprendre à voyager. On a envie de retrouver un semblant de vie normale. Pour nous autres, qui n'avons pas les moyens de voyager en avion d'affaires, ben, il faut se rabattre sur l'aviation commerciale. Mais pour les gens qui ont les moyens, pour les millionnaires, ben, en avoir marre de la COVID-19, puis de vouloir avoir des vacances un peu normales, mais à l'abri, puis si on ne veut pas s'exposer à la COVID-19, ben, on lease des avions, on va on prend un avion privé et on va dans des clubs privés où c'est difficile d'accès pour monsieur et madame tout le monde et où les mesures de protection sanitaire sont très élevées.
Donc, où on a peu de chances de contracter ou d'être en contact avec des gens qui testent positif. Donc, il y a vraiment un phénomène là, important de recrudescence de ce côté-là. Puis il faut savoir aussi que l'aviation d'affaires, c'est un produit qui est qui crée de la dépendance, qui est très addictif, comme disent les anglophones. Alors, 90% des gens qui ont essayé l'aviation d'affaires, ils restent. Il y a seulement 10% des gens qui ne reviennent pas. En fait, moi, je pense que faudrait marquer sur les avions d'affaires là, à l'entrée, là, attention, ce produit peut créer une forte dépendance parce que c'est effectivement très grisant de voyager en avion d'affaires quand on n'a pas connu. Puis c'est pas tentant, même la classe affaires, là, c'est même pas tentant d'y retourner quand on a voyagé dans un avion d'affaires ou un avion privé. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un haut taux de rétention de ce côté-là, puis qu'il y ait une augmentation permanente. On verra dans les années ou dans les mois à venir quel sera le taux de rétention réel pour cette vague de nouveaux clients-là, mais c'est quand même une chose intéressante. Fait intéressant, lors de la conférence de presse avec les journalistes, le président de Bombardier, M. Martel, a mentionné qu'il y avait une forte proportion de clients, ou une proportion significative. Il n'a pas dit forte, une proportion significative. Donc, quelque chose qui est mesurable, de nouveaux entrants dans l'industrie de l'aviation d'affaires qui vont directement avec l'achat d'un Global 7500 comme premier achat. Ça, c'est un phénomène intéressant parce que dans le futur ou dans l'immédiat, ça a un impact souvent sur les prix des avions et ça va avoir aussi sur la demande, puis tout le reste va découler. Et souvent, ces clients-là, ben, comme ce ne sont pas des gens d'expérience, quand ils vont acheter l'avion, ils vont signer un contrat d'entretien clé en main avec Bombardier. Donc, ces avions-là, non seulement génèrent un revenu à la vente ou un profit à la vente, mais ils en génèrent un aussi à tous les mois parce qu'ils sont sur un programme d'entretien préventif où le client paye au mois. Donc, ces clients-là, on sait combien ils vont rapporter par mois à Bombardier parce que peu importe quel avion on volé ou pas, ils payent au mois. Tous les fabricants d'avions d'affaires en ce moment rapportent une augmentation de nouvelles commandes. Donc, ça aussi, c'est un phénomène intéressant. Maintenant, personne n'ose encore se commettre sur les cadences de production de 2022 parce qu'on attend vraiment d'avoir suffisamment de commandes pour y aller. Situation du Challenger 350, ben écoutez, la moyenne annuelle de livraison ou sa zone de confort en termes de livraison d'appareils, c'est 50 par année. Okay? Ça a été l'avion d'affaires là, des 5 dernières années avant la COVID. C'était l'avion d'affaires le plus vendu. C'est le plus fiable. C'est le couteau suisse de l'aviation d'affaires parce qu'il offre une bonne combinaison de distance franchissable, de passagers pouvant être transportés, de coûts d'opération. Donc, c'est vraiment un avion très utilisé, très apprécié par les opérateurs de flotte, donc les compagnies de navigement puis les compagnies de fractionnels. Donc, il faut s'attendre à ce que... D'ailleurs, les commandes ont commencé à rentrer dans le Challenger 350. Il y a eu déjà 2 commandes de 10 qui ont été annoncées par Bombardier depuis 9 mois maintenant. Donc, on voit que ça s'améliore. C'est pas encore les gros chars, comme dirait mon grand-père, mais ça s'améliore. Donc, on voit que lentement mais sûrement, le marché de cet avion-là reprend. C'est lui qui va mener probablement la charge de la reprise chez Bombardier en termes des augmentations de cadence. Le prix du Challenger 350, le prix officiel est 26 millions. Évidemment, il y a des escomptes. Si on compare à 21 millions pour un Préator, qui est dans la catégorie du 350 chez Embraer. Il y a le J280 aussi, mais le Gulfstream 280, c'est pas un gros vendeur et Gulfstream travaille dessus en ce moment afin d'améliorer ses performances et améliorer ses ventes dans ce secteur-là. On sent qu'il y a une volonté de la part de l'industrie de l'aviation d'affaires de couvrir ce secteur-là. Challenger 350, c'est le plus vendu de cette catégorie. Les bonnes années, Bombardier avait 50% du marché sur le Super Midsize. Pour cette année, je m'attends à 21 livraisons. Bombardier en a probablement livré 12 ou 13 dans le premier semestre. Deuxième moitié de l'année, Bombardier devrait doubler, voire même un petit peu plus ses ventes ou ses livraisons.
Mais donc 25 cette année, 36 l'année prochaine, on s'approche d'un retour à la normale dans le cas du Challenger 350. 650, ben le Challenger 650, avion en fin de vie utile, c'est un vieux programme qui a plus que 40 ans, mais qui, bon an, mal an, se maintenait avant la pandémie à 25 livraisons par année, ce qui était quand même un niveau acceptable. Là, on est dans le 12 livraisons par année cette année. En fait, je m'attends à 12 à 13 livraisons pour cette année, puis probablement une quinzaine en 2022, mais ça reste à vérifier. C'est quand même, si on compare au Cessna Longitude, qui est listé à 25 millions, le Challenger 650 est à 32 millions, mais Bombardier a une grosse marge de manœuvre sur le prix de cet avion-là. Donc, ils les vendent probablement beaucoup plus bas que 32 millions. Mais ça demeure un avion en fin de vie utile. Moi, je vois l'utilité de ce programme-là, je vais me répéter encore, là, pour tester des nouvelles technologies. Donc, le 650 pourrait devenir un très bon banc d'essai pour de nouvelles technologies. C'est un bon candidat. Global, la famille Global, le nouveau pain et le beurre de Bombardier, et c'est pas peu dire, en fait, la moyenne de livraison annuelle de Bombardier sur cette famille-là, c'était 40 avions par année. Il y a eu quelques pointes à 80 dans la période en 2014 et en 2015. Là, on était à 80, 60, en haut de 70 en fait. Et à cette époque-là, ben, écoutez, c'est le Global qui payait le financement du C-Series à l'époque. Bombardier était sous pression pour, euh, pour livrer, pour générer des liquidités. Puis c'est le Global 5000, ben, la famille Global qui donnait, qui amenait l'argent au moulin. Donc, de l'eau au moulin, pardon. Il y a toujours la confrontation Bombardier-Gulfstream qui a cours. Maintenant, c'était le Gulfstream 650. Il arrive le Gulfstream 700 sur le marché, qui est le compétiteur du 5500. C'est un bon. Écoutez, c'est une compétition intéressante et à suivre, mais ce qui est certain, c'est que le Global 5500 a permis à Bombardier de reprendre, en tout cas, du moins temporairement, le haut du pavé dans les avions de grande taille, et à forcer à réagir Gulfstream qui sort le Gulfstream 7500. Fait intéressant, dans le marché des avions d'affaires, l'arrivée de la COVID-19 a fait disparaître un peu la crainte de la perception publique au niveau du flag scan qu'ils appellent en Europe, là, donc la honte de voler, si vous voulez. Puis les pressions écologiques ont complètement disparu pour les acheteurs d'avions d'affaires. En fait, ils n'achètent pas, ils louent en ce moment du temps d'avions d'affaires. Donc ça a été une surprise agréable. Les préoccupations environnementales demeurent, mais la pression pour arrêter de voler n'est plus la même qu'elle était avant la COVID-19 parce que les gens qui ont les moyens de voler veulent voler puis ils veulent voler en sécurité, donc ils prennent des avions privés. Il y avait juste deux compétiteurs dans ce marché-là. Maintenant, il y en arrive un troisième qui est Dassault avec le Falcon 10. Écoutez, les spécifications du DICIC sont très intéressantes. C'est un compétiteur. Dassault a commencé à en vendre quelques-uns, mais les ventes vont être modérées. Tant que l'avion ne sera pas certifié, ça ne sera pas la folie furieuse pour les ventes. C'est après qu'on va voir si ça marche bien, puis si c'est un bon pari pour Dassault, le Falcon 10. Si jamais le marché répond bien, ben Bombardier va devoir réagir. Et n'oubliez pas qu'elle a toujours en main la carte du Falcon 8. Pardon, du Falcon. Oups, excusez-moi. Elle a toujours en main la carte du Global 8000 qu'elle pourra utiliser puis comme plateforme pour compétitionner le D6 au besoin. Donc, elle pourra ajuster la distance franchissable ou encore les technologies qui seront dans l'avion afin de venir reprendre un petit peu le dessus sur le Falcon 10. C'est à suivre. Revenu de Bombardier en 2021. L'an passé, j'avais établi que pour 2021, les revenus de Bombardier, c'est de 5 950 millions.
Aux dernières prévisions trimestrielles déposées le 5 août, Bombardier a annoncé qu'elle ferait 5,8 milliards de dollars en 2021, ce qui est assez proche de mes prévisions. Donc, je maintiens mes prévisions à 5,950 millions, 5 milliards 950 millions. Probablement qu'ils vont même dépasser ça, mais là, je suis assez proche, je suis assez à l'aise. Là où j'étais un petit peu dans le champ dans mes prévisions l'année passée, c'est au niveau des livraisons. Là, ce qu'on voit venir maintenant, OK? Dans la première moitié de l'année, Bombardier avait livré 55 avions d'affaires. La projection de Bombardier, c'est entre 110 et 120 pour cette année. Puis le Bombardier a annoncé que c'est plus proche du 120 que du 110 qu'on va atteindre. Le troisième trimestre, avertissement au troisième trimestre, les livraisons vont baisser, c'est normal. Il y a eu 3 semaines d'arrêt de production pour reprendre et connaître une fin d'année, comme c'est souvent le cas dans l'aviation, avec plus de livraisons en fin d'année. À ce jour, Bombardier avait livré 33 Global, avions de la famille Global. Bombardier ne donne plus de détails sur les types d'avions dans une famille. Donc, on sait que c'est 38 Global, 36, voyons, pardon, tout mélanger de mes chiffres. On sait que c'est 33 Global de livrés, fort probablement 20 à 22 7500, puis le reste des 5005, 6005, 5000, 6000. OK? Elle a livré, elle va livrer 20, je m'attends à ce qu'elle livre pour l'année au complet, 48 Global 7500, 25 Global des autres familles, 5600, 5500, 6005, 5000, 6000. Donc, pour un total de 73 livraisons de Global cette année. C'est énorme. Et d'ailleurs, quand Éric Martel a été questionné sur les augmentations de cadence possibles à venir chez Bombardier, il a mentionné que dans le cas du Global, ils étaient pas mal au maximum de ce qu'ils pouvaient produire sans réinvestir dans ajouter de la capacité de production. Donc, 73 livraisons de Global cette année, retenez ça, ça risque d'être un chiffre similaire, peut-être un petit peu moins l'année prochaine, mais 73 pour cette année. Challenger, on est à peu près à Challenger 650 et 350. Au 5 août, Bombardier en avait livré 18. Donc, on est à plus de 36 pour l'année. Probablement 13 Challenger 650 et 25 Challenger 350. Bombardier a également livré 4 Learjet depuis le début de l'année. On en met 4 de plus pour la balance de l'année. Et on arrive avec, quand on y va au prix catalogue, on arrive grosso modo à un total de 6 milliards 50 millions de ventes d'avions d'affaires pour cette année. Là encore, là où il faut jouer un peu, il faut comprendre comment ça devient difficile de prévoir les revenus de Bombardier, c'est qu'il y a toujours des escomptes dans l'aviation d'affaires, même si elles ne sont pas aussi importantes que dans l'aviation commerciale, dans les avions de ligne, il y en a une. L'an passé, j'avais évalué des escomptes de 10%, puis en réalité, quand je regarde les chiffres qu'on nous présente, c'est probablement plus près du 18% l'escompte général. C'est beaucoup plus élevé que je m'y attendais, mais il y a une chose dont je n'ai pas tenu compte, c'est que les livraisons de cette année des Global 5500, 5005 et 6005, c'est des livraisons avec des prix de promotion ou de lancement, donc avec de forts escomptes. Plus on va avancer dans ces programmes-là, moins les escomptes vont être élevés parce que de toute façon, la demande est forte. Il y a suffisamment d'acheteurs qui se présentent aux portes pour ne pas avoir à donner de gros escomptes, ne plus avoir à donner de gros escomptes. Mais la réalité est que pour cette année, ça va continuer dans cette traque-là. Donc, je m'attends à 4,9 milliards 4 milliards 950 millions de revenus de l'aviation d'affaires. Si on avance à la diapositive suivante, c'est ce qu'on a. Autre revenu, 1 milliard, ça c'est les revenus des services après-vente. C'est en ligne. On est à 500 millions pour la première moitié de l'année, puis un autre 500 millions dans la deuxième moitié de l'année. Total, donc 5 milliards 950 millions
de revenus cette année. J'ai de la misère avec mes chiffres, aidez-moi quelqu'un. Puis la marge bénéficiaire, 300 millions. Ça veut dire qu'il va y avoir un surplus à la fin de l'année de 300 millions. Donc la deuxième moitié de l'année va être profitable pour Bombardier. Ça, c'est la bonne nouvelle. Là, je vais envoyer mes prévisions de vente pour 2022. Puis là, aux employés de Bombardier, là, je le sais, vous entendez parler de hausse de cadence en ce moment. Puis j'entends toutes ces rumeurs-là. Dites-vous bien une chose, c'est qu'en deuxième moitié de l'année, il y a toujours des ajustements de cadence après la période des vacances de 3 semaines. C'est simple parce que là, on a Bombardier a des engagements avec des clients. Puis là, il faut ajuster la production pour rencontrer tous les engagements des clients d'ici, ou les engagements de livraison d'ici la fin de l'année. Donc oui, il va y avoir des augmentations de cadence. Est-ce que ce sont des augmentations de cadence significatives? Non, pas vraiment. On est toujours dans le proche de 120 livraisons cette année. Donc c'est peut-être 10% de plus que l'an passé, mais c'est pas des gros ajustements importants. Donc je ne m'attends pas à ce que Bombardier fasse d'annonces importantes à ce sujet-là. Mais oui, il y a des rappels au travail, ça je suis d'accord. Et rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'employés de Bombardier qui en ce moment partent à la retraite là, dans les 2-3 prochaines années. Il faut juste le remplacement de ces employés-là demande beaucoup de rappels. On parle de plusieurs centaines de rappels là, par année pour compenser les départs à la retraite. Donc, juste ça, c'est une bonne nouvelle pour les plus jeunes. Pour ce qui est des augmentations de cadence, il va falloir être patient. Et je m'explique. Bombardier veut garder, selon les programmes, de 18 à 24 mois de production en avant d'elle. Donc, ça y prend un carnet de commande de 18 à 24 mois. Mais si vous êtes à 24 avions par année, par exemple, comme dans le cas du Challenger 350, donc vous avez besoin d'un carnet de commande de 48 pour être à l'aise. Mais si vous décidez de monter à 36 avions par année, votre carnet de commande doit être de 72 appareils pour être capable de fournir 2 ans, le fameux coussin de 2 ans. Donc, dans le contexte actuel, avant de passer à 36, une cadence de 36 par année, Bombardier va vouloir s'assurer d'avoir pas loin de 72 avions en commande. Donc, c'est ça qui est la difficulté. Tu n'attends pas nécessairement que tu en avoir 72. Probablement quand ils vont être à 60, 65 avions en commande, donc à produire, là, ils vont commencer à vraiment mettre en place les augmentations de cadence. Puis d'autant plus que souvent, si tu as 60, 65 avions dans tes arriérés de commande, puis que tu es en discussion avec d'autres clients pour d'autres commandes supplémentaires, là, tu vois que, OK, je peux augmenter maintenant. De toute façon, j'ai des nouvelles commandes. Le volume de discussion avec des clients ou le niveau d'intérêt des clients pour de commandes à venir aussi, c'est un indicateur qui peut être utilisé par la direction pour justifier ces augmentations. Donc, pour le marché, pour la prévision des ventes de 2022, livraison, je dis vente, mais ça devrait être livraison, pour les revenus d'avion d'affaires, je reviens avec 48 Global 5500, 25 Global 5500, 15, là on passe à 15 Challenger 650, 36 Challenger 350. Et je vous dirais que le point faible, là, c'est le Challenger 350. Ça se peut que ça soit plus. OK? Prenez note. Donc, total des revenus bruts au prix catalogue, 6 milliards 350 millions. Escompte moyen 14%, mais comme j'ai mentionné tantôt, plus le volume, plus la demande augmente, moins il y a de fortes escomptes. Puis là, l'année prochaine, on va commencer à avoir les livraisons des avions commandés cette année, donc commandés avec une moins forte escompte pendant une période de forte demande. Revenu de l'aviation, des ventes d'avions l'année prochaine, donc 5,460 milliards. Autres revenus, donc ça c'est service après-vente, on a une augmentation de 40% par rapport à cette année. Et là, je vais expliquer ça. Je vais vous expliquer cette augmentation-là. Déjà, dans sa présentation de son plan stratégique au mois de mars dernier, mois de mars ou février dernier, lorsque Bombardier a présenté son plan stratégique de 5 ans, l'objectif était de faire doubler les revenus des services après-vente de 2021 à 2025, donc de l'amener à 2 milliards de dollars par année en 2025. 2021, la prévision est 1 milliard, ce qui laisse 4 années
pour doubler ce volume-là. Donc, des augmentations moyennes de 250 millions de dollars par année, juste avec l'ajout des nouveaux centres de services qui vont ouvrir. Là. Il y a plusieurs. Dans les 18 prochains mois, il y a 4 gros centres de services à l'aviation d'affaires de Bombardier qui vont ouvrir un peu partout. Il y a, entre autres, Miami, il y a Melbourne en Australie, il y a Singapour et il y a aussi Biggin Hill à Londres. Donc, il y a 4 grands centres d'aviation d'affaires qui vont ouvrir. Déjà là, ça devrait amener un surplus de revenus de ce secteur-là. Et en plus de ça, bien, écoutez, en ce moment, les avions d'affaires volent à plein aux États-Unis. C'est vraiment intéressant de voir à quel point les avions volent beaucoup. Plus les avions volent, plus ils ont besoin d'entretien et plus ça va générer de revenus. Donc, Bombardier pourrait aller chercher facilement 125 millions de dollars de revenus supplémentaires cette année, en 2022, avec les ventes d'avions. Parce que là, en ce moment, les avions volent beaucoup. Les avions volent, donc, oui, on entretient, mais les gros travaux d'entretien vont venir quand ça va ralentir cet hiver, pendant la période d'hiver. Quand il va y avoir un premier ralentissement normal ou saisonnier, il va falloir entretenir les avions. Et là, préparez-vous, il va y avoir de l'ouvrage et des commandes chez Bombardier. On ne parle pas d'avions neufs, on parle bien de commandes pour l'entretien. Donc ça va être la prévision pour l'année prochaine. Évidemment, je me sens un petit peu comme l'analyste au hockey qui a à peu près prédit le bon résultat du match précédent. Puis là, il faut que je prédise le résultat du match qui s'en vient. Puis c'est un petit peu difficile parce que j'étais proche. Dans bien des catégories, j'étais proche pour les prévisions de 2021. J'espère l'être encore pour 2022. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est ça. C'est comment Bombardier va gérer sa croissance, le peu d'investissement qu'elle a à faire pour gérer cette croissance-là des revenus. Ça me paraît intéressant. Il y a encore quand même 7,4 milliards de dollars. C'est encore une très bonne dette. Il faut s'attendre à ce que la compagnie fasse quand même un bon profit sur ses revenus en 2022. Moi, j'ai mis 10% de marge bénéficiaire, donc j'ai mis 686 millions de profit l'année prochaine, ce qui me semble tout à fait raisonnable parce que comme il y a des fortes augmentations de revenus dans le secteur des services après-vente, c'est le secteur le plus payant, le plus rentable, donc c'est ce qui devrait générer le plus de profit. Fait que c'est ce que je vois pour cette année et l'année prochaine pour Bombardier. J'ai bien hâte de voir si ça va se concrétiser, ces prévisions-là, parce que faut pas oublier, c'est que Bombardier demeure le plus gros employeur en aéronautique au Québec. Il y a quand même tout près de 8000 personnes qui travaillent chez Bombardier au Québec. C'est un gros employeur en aéronautique. Donc, ça demeure une locomotive, si on veut, là, pour l'industrie aérospatiale. Donc, c'est important que cette compagnie-là fonctionne bien pour que notre industrie aérospatiale fonctionne bien. Je pense que le pire est derrière et le meilleur est à venir pour Bombardier. Donc, on va voir si ça se concrétise. Puis, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.